l'invité. On parle immobilier à présent avec Jean-Philippe Ruggieri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nexity, premier promoteur immobilier français. Vous avez publié vos résultats hier soir. Le chiffre d'affaires est en forte progression, 18% à 1,8 milliard d'euros. Vous revoyez même vos perspectives à la hausse pour cette année. Tous les voyants sont au vert pour Nexity ? Oh, tous les voyants sont au vert, je ne sais pas, on va peut-être en parler un peu plus précisément. Simplement, je pense que ces résultats, ils reflètent la pertinence de la stratégie qu'on met en œuvre depuis 5 ans. Cette fameuse plateforme de services, nous ne sommes pas une société immobilière au sens où nous ne détenons pas d'actifs immobiliers. En revanche, on propose tous les services et les produits de l'immobilier. Et je veux croire que ces résultats traduisent aussi la bonne mise en œuvre de l'idée qu'on se fait, au fond, d'être au service de la ville, des gens, des usages, des collectivités, et que ces résultats, enfin, le saluent. Alors, votre activité d'immobilier résidentiel progresse de 22%, alors que le marché du neuf recule. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, le marché au sens de l'offre, effectivement, recule. Il y a moins de produits à la vente, moins de logements à la vente, et les ménages le regrettent. En revanche, leur appétence à acheter du logement, à s'intéresser au fait d'habiter quelque part, est extrêmement importante. Ce qui se passe, c'est que la profession, donc le marché dans son ensemble, peine à cause des autorisations administratives, peut-être aussi un peu de les échéances électorales des municipales, on va y revenir, par exemple. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais c'est quelque chose que nous, on avait anticipé justement il y a 2-3 ans, pour amener sur le marché, c'est le cas depuis le début de l'année, 15% d'offres en plus, à un moment où justement les ménages français considèrent le logement comme un des sujets les plus importants de leur vie, et je crois que c'est le cas. Vous craignez pas d'être rattrapé par la vague, là ? Par la vague de baisse du marché ? De l'offre, non. Justement, dans nos chiffres, c'est ce que je crois qui a été salué par les analystes financiers, c'est que notre potentiel d'activité et de foncier a augmenté de 9%, là où les permis de construire de la profession et nos confrères reculent de 9%. Donc effectivement, ça fait un gap et une offre de logement à un moment donné où il y en a peu sur le marché. Et ce qu'on essaie de le faire, c'est un élément essentiel du dispositif, c'est qu'elle le soit à des prix abordables. On va parler dispositif à présent. Est-ce que, selon vous, la diminution des aides à l'achat, comme la réduction du prêt à taux zéro dans les zones tendues, est-ce que selon vous ça va dans le sens de la fin du Pinel ? Alors, la réduction des aides dans les zones plutôt détendues, sur 85% du territoire. Dans les zones tendues, ces dispositifs ont été maintenus en l'état, et ce jusqu'en 2021. Autant le prêt à 0% pour l'accession à la propriété que le dispositif Pinel qui accompagne les investisseurs dans une aide. Une fin programmée. Alors d'abord, ça ne représente, puisque vous parlez du dispositif Pinel, que moins de 20% de notre chiffre d'affaires de l'activité résidentielle. Donc on est très peu sensible à ça. Mais quand bien même on le serait, pensez que c'est ce que certains appellent une niche fiscale, elle l'est surtout pour l'État. L'État ponctionne 43% de fiscalité sur le prix d'un logement, là où il propose aux investisseurs, sur 12 ans, de leur offrir 21%. Dans ce cas-là, la bonne affaire, elle est pour l'État, pas pour les investisseurs. Et je le sais, et c'est normal que le logement contribue à financer la ville. Mais simplement, après 2021, ce que je vous parie, c'est que le dispositif Pinel disparaîtra parce que la ministre Sylvia Pinel, qui l'a mis en place, n'est plus là, mais qu'il y aura un nouveau nom d'un dispositif d'accompagnement d'investisseurs, et c'est normal. Alors, vous en aviez parlé il y a quelques instants, c'est un sujet très politique. Les élections municipales approchent, 15 et 20 mars 2020. Marie Cœur de Roy, qui suit le secteur immobilier, BFM Business, a mené l'enquête, et selon cette enquête, l'approche des élections municipales se traduit quasi systématiquement par un ralentissement de la construction de logements. Est-ce que c'est ce que vous constatez également ? Alors, dans une moindre mesure que ce que vous avez l'air de dire, oui, mais ça veut dire que ça impacte 10-20% de notre production pendant les quelques mois qui arrivent. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les maires s'arrêtent tous de construire. Il faut pas forcer le trait ou le grossir trop. Ce serait facilement dire que les maires font pas leur travail dans une période et qu'ils utilisent le logement ou l'urbanisme comme un élément électoral. Je vois bien ce discours-là, et dans la très grande majorité, la quasi-unanimité des maires, c'est pas ça. Et d'ailleurs, les plus inspirés reportent, procrastinent un tout petit peu, c'est vrai, ces projets immobiliers aux échéances, juste après les échéances. Pourquoi ? Parce que si ils devaient les mettre en œuvre tout de suite, beaucoup
de ce que j'appelle les écologistes. Ça veut dire les gens qui habitent autour et qui n'ont pas envie qu'on construise à côté d'eux. Mais la construction de logements, elle correspond à la démographie. C'est d'accueillir des familles et des ménages dans leurs usages et dans leurs différentes formes. Choisir de ne pas construire ou choisir de construire 2 étages en moins en cédant à ces écologistes à côté, c'est faire le choix de l'étalement urbain dénoncé hier par monsieur Hulot, qui se rapproche d'une proposition que nous avons faite en novembre, qui était d'établir en zone tendue des hauteurs minimales. Hier, il a proposé un coefficient d'occupation des sols minimum en zone tendue pour éviter l'étalement urbain. Bref, un maire qui déciderait, plutôt que d'enlever 2 étages à une construction et une occupation des sols, déciderait de reporter au mois d'avril, mais pour ne pas être pris en otage par ses électeurs là-dessus, et qui construirait finalement la ville là où elle est dense et là où il y a les besoins, serait un maire inspiré. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant qu'il bloque tout. C'est pas tout, c'est une petite partie. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une mainmise des maires sur la construction en France. Il revient aux élus locaux, et je crois que c'est une bonne chose dans la loi de décentralisation, le choix de l'urbanisme, mais ils ne sont plus seuls à le décider. Aujourd'hui, et ça c'est tout l'intérêt, ce sont les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, donc ça veut dire qu'il y a un sens de l'intérêt général, plus à la seule échelle de la commune, mais plus large, et de l'habitat, et la réflexion elle se fait avec les préfets, avec l'État, et plus largement, c'est la compréhension, pas seulement du logement, mais de l'activité économique, et ce qui est en jeu, me semble-t-il, là-dedans, c'est l'attractivité des métropoles en France, qui sans doute va attirer et va rendre un peu plus vide la diagonale du vide en France. Mais la bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que on entendait il y a quelques années, moi dans mes cours de géographie d'histoire, Paris et le désert français, c'est qu'aujourd'hui émergent à côté de Paris des métropoles qui sont attractives. Certes, elles vont capter l'attraction, mais aujourd'hui la vie est dans la ville. Merci beaucoup Jean-Philippe Ruggieri. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Nexity. Merci. À suivre sur BFM Business, le journal avec Thomas Sasportas qui va revenir sur la passation de pouvoir cet après-midi entre Boris Johnson et Theresa May. À tout de suite. Du lundi